Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h depuis la survenance de la pandémie Covid-19 au Cameroun en mars dernier et à côté du protocole de traitement validé par le comité scientifique national ou plus récemment encore le protocole thérapeutique à base de plantes de Monseigneur Samuel Cléda, archevêque métropolitain de la ville de Douala, s'est développée une pharmacopée empirique. La consommation de la recette de grammaire, comme certains l'appellent, à base de gingembre, citron, feuilles d'indolin, n'est pas sans effet secondaire, selon certains professionnels de la santé. Cette course effrénée vers la guérison a vu le ministre de la Santé publique rappeler à l'ordre des professionnels des corps de la santé qui ont adopté l'imagerie médicale comme diagnostic de confirmation du Covid-19. Une décision qui continue de diviser et le corps médical et les patients. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée par Cédric Noufelet. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Covid-19 au Cameroun, querelle autour du diagnostic et la recette de grammaire. Pour en parler, je suis en plateau à Douala avec Raphaël Ndougou. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Vous me permettez de dire bonsoir puisque demain c'est un jour férié, même si c'est dans la douleur de dire bonsoir à tous les syndicalistes, notamment au président du SNEPS, Trésor Djumbissier, et tous les syndicalistes qui justement doivent se rappeler les fondamentaux de la fête du 1er mai, ou alors la fête du travail. Et vous me permettez également de saluer quelqu'un qui vous regarde au quotidien, Jean-Alain Philippe Afané, qui, quand je l'appelle au téléphone, il m'appelle c'est dans l'auto, je ne sais pas trop pourquoi, mais sauf qu'il essaye de coller votre image à la mienne, parce que contrairement à ce que les gens pensent, ils disent que la chaîne de télévision Equinox est une chaîne de l'opposition. Et moi, je dis, je m'inscris en faux pour cela parce qu'en réalité, il se trouve que vous avez donné la parole ici depuis cette affaire de Covid-19 et même dans tout ce qui est souvent débat d'actualité à tous les partis politiques. Et pour ma part, je crois qu'il n'est pas question de stigmatiser votre chaîne de télévision pour la réduire à un parti politique quelconque, mais je crois que, pour mon avis, d'ailleurs, une semaine ou deux où vous avez créé le suspense aux téléspectateurs, beaucoup ont vite fait d'analyser que vous êtes parti à France ou à Africa 24, puisque Africa 24 et France 24 s'appellent la même chose, mais il se trouve quand même que vous êtes encore dans la maison et vous avez donc su trouver ce suspense-là pour servir aux téléspectateurs. Et pour ma part, je crois que je dois vous féliciter pour cela. Je ne sais pas si je suis à même de le faire, mais je vous souhaite encore bon retour dans la maison après un petit congé, certainement de la maison. Et puis, votre ami, parce que de toutes les façons, quand vous présentez sur l'émission et que votre ami Cédric Noufelet est en face de vous pour le journal de 20h, bon Dieu, j'ai envie de vous dire que même dans les villages, dans mon arrondissement en Ngomzap, on en parle. Et donc, j'ai bien envie de vous dire bon retour et que le Seigneur bénisse le Cameroun. Ok, merci. En face de vous, docteur Tapa Faustin Roger, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux téléspectateurs de Equinox. C'est avec plaisir qu'on est souvent ici pour partager ce qu'on peut avoir
avec tout le monde et essayer d'éclairer un peu l'opinion publique par rapport à certains points, notamment en ce qui me concerne sur la santé des populations. Voilà, je rappelle que vous êtes médecin de santé publique intégrative médecine. Médecine oui, alternative. Tout à fait. Voilà. En quelques mots? Oui, je suis médecin de santé publique. Ça veut dire quoi en fait? C'est que je suis médecin généraliste à la base. Oui. Et après médecin généraliste, j'ai fait santé publique, qui est la santé de masse, la prise en charge des populations. Donc vous êtes dans votre domaine? Dans mon domaine. Je suis dans une épidémie, il y a une pandémie. Comme celle-ci. On est dans notre, ça c'est notre dodo, comme on dit. Oui. Et maintenant, j'ai fait integrative medicine. Integrative medicine, c'est une approche de la médecine qui cherche le juste milieu entre la médecine conventionnelle et la médecine alternative. Qu'est-ce que les autres méthodes proposent et où se trouve un peu le juste milieu entre les deux? Est-ce que c'est des deux antagonistes, c'est des gens qui se combattent, ou bien des gens qui peuvent être complémentaires? C'est en fait ça la médecine intégrative qui s'appuie sur 5 piliers. Contrairement à la médecine conventionnelle, il y a la santé familiale qui est un volet, santé de la société, la santé financière, la santé de l'esprit, qui sont des piliers qui viennent compléter la santé physique que la médecine conventionnelle axe beaucoup d'actions dessus. Donc, ces deux volets complémentaires de la médecine qui aujourd'hui sont inséparables et on est obligé de faire avec si on veut vraiment améliorer la santé des populations. Voilà, nous allons tout de suite prendre la direction de la France, où nous attend le docteur Touba Alexandre. Nous allons à Amiens, pour être plus précis. Bonsoir docteur, vous êtes médecin anesthésiste, réanimateur et urgentiste, ingénieur en génie biomédical, en service à la polyclinique de Picardie, comme je l'ai dit, à Amiens en France. Bonsoir docteur Touba. Bonsoir Serge Alain. Et permettez-moi de dire bonsoir à tous les copanélistes sur le plateau et aussi aux millions de téléspectateurs de Equinox TV. Et pour terminer, un grand bonsoir puisque on est tous confinés et que les frontières sont coupées de manière physique, mais de manière morale. Elles sont ouvertes, donc j'adresse un bonsoir à toute la grande famille, à toute ma grande famille, avec en sa tête ma maman chérie depuis Ngosso à Yaoundé. Voilà, docteur Touba, il reste quelques 10 jours, 11 jours, comme ça, pour que le déconfinement progressif commence. Vous êtes un peu satisfait? Vous commencez à tirer ça par... vous voulez que ce soit, on soit déjà au 11 mai? Oui, c'est vrai que c'est une date qui est très attendue en France, en sachant que oui, le déconfinement va être fait de manière progressive et nous attendons, en fait, il y a une date préliminaire, ce sera le 7 mai, c'est la date à laquelle on va vraiment définir tous les départements qui vont être déconfinés, mais qu'à cela ne tienne, nous attendons tous avec impatience cette date du 11 mai qui va, n'est-ce pas, être la date du déconfinement. Nous, en tant que médecins, quelque part, c'est aussi, je veux dire, la reprise des classes parce que on va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on va repartir sur l'envolée des malades comme on a vu au début de la crise? Voilà, docteur Touba, il y a ce débat au Cameroun, il y a cette lettre circulaire du ministre de la Santé, le docteur Manaouda Malachi, qui demande à certains professionnels des corps de la santé de mettre fin sans délai à l'utilisation abusive des scanners comme diagnostic de confirmation au Covid-19. Quel est votre avis là-dessus en tant que médecin? Alors, mon avis, il est très clair. Il faut tout d'abord définir ce qu'on entend par instrument diagnostique, parce que si je veux détecter un Covid, c'est pas forcément le scanner que je dois utiliser, mais plutôt un test qui va définir si j'ai le virus Covid dans mon organisme. C'est pas le scanner qui va, n'est-ce pas, pouvoir me dire oui ou non j'ai le Covid. Le scanner, en fait, est un objet qui devrait être de manière additive, c'est-à-dire que j'utilise le scanner si j'ai une suspicion de Covid et j'ai pas assez de temps. Parce que les tests de Covid demandent quand même une certaine... je veux dire, on attend quelques heures pour avoir les résultats. Mais si mon malade s'aggrave ou j'ai envie de commencer la thérapie, je peux effectivement me lancer sur, n'est-ce pas, le test de scanner. Donc, pour résumer,
Le scanner, oui, mais pas en première intention. Le gold standard reste, n'est-ce pas, le test, les fameux PCR, pour définir si un patient est Covid positif ou non. Le scanner ne va servir, de toutes les façons, les résultats qu'on a sur le scanner nous disent tout simplement qu'on a une pneumopathie à type Covid. C'est-à-dire qu'on dit, ah tiens, il y a quelque chose sur le scanner qui nous dit peut-être que ce malade est atteint de Covid, mais il ne confirme pas. Donc si je veux savoir s'il est Covid positif ou pas, c'est le test de PCR. Ok. Voilà, une réaction sur le plateau, docteur Tapa. Oh, oui. Vous avez écouté le docteur Touba. Tout à fait. Oui. Et je partage tout à fait l'avis. Est-ce qu'on ne doit pas commencer par le scanner? Non, pas du tout, parce que il faut bien qu'on se mette dans le contexte. Il s'agit d'un virus. On ne peut pas faire le diagnostic d'un virus au scanner. Ce n'est pas aujourd'hui, ce ne sera pas demain. C'est un test biologique. Quand on parle du virus, et quand on parle du PCR, c'est même encore assez délicat comme test. Oui. Quand on a l'impression que c'est devenu trop facile, mais en fait, en réalité, il n'en est rien. Le PCR, c'est un test assez délicat et il est même recommandé de le reconfirmer en cas de positivité pour poser le diagnostic. Donc, les gens pensent qu'on pourrait le faire en 15-20 minutes. Ce n'est pas vrai. Et déjà, le scanner, en fait, peut aider à diagnostiquer peut-être les complications liées à la présence du virus, mais ça ne peut pas être un test spécifique pour le virus. La même chose pour les thermomètres électroniques qu'on voit partout, où les gens considèrent que désormais, quand vous avez une température au-delà de 38, vous êtes suspect de Covid. C'est pas quelque chose de faisable. Il était temps qu'on recadre un peu et que les gens comprennent que ce n'est pas un test aussi facile, parce que même les prélèvements pour le PCR sont pas faciles. Les prélèvements nasopharyngés qui permettent de faire le diagnostic, ce n'est pas des tests évident, ce n'est pas quelque chose de si facile, de si vulgaire. Donc, il était temps de recadrer et effectivement, pour faire le diagnostic et s'assurer qu'il y a un virus, c'est pour le moment le PCR qui a ses inconvénients aussi parce qu'il y a les faux négatifs, les faux positifs, il ne faut pas perdre ça de vue. C'est un test qui n'est pas nouveau, c'est un test qui a été là pour le sida avec toutes les controverses qu'on a connues par le passé. Donc aujourd'hui, il faut bien qu'on se le dise, c'est le test qui est pour le moment le plus fiable, mais qui a ses particularités et qu'il faut respecter. Voilà, rapidement, Raphaël Ndougo, vous m'avez dit que le ministre a voulu mettre un peu d'ordre. Qu'est-ce qui se passe depuis que le Covid-19 fait des ravages? C'est à l'autre formation sanitaire. C'est à l'autre où il faut d'ailleurs indiquer qu'il n'est pas question de chercher à s'enrichir derrière cette affaire. Parce que le docteur Touba en France a déjà dit ce qu'il pense et que là-bas, il y a le confinement. Oui. Alors, chez nous, les populations sont au désarroi. Et le ministre ne sort pas son communiqué par hasard. C'est parce que dans les cliniques, on a bien voulu faire attendre les patients et que ces derniers, pour certains, sont même morts de la même pandémie parce que la clinique a bien voulu garder le patient en faisant les scanners et autres. Or, à ce niveau-là, il se trouve que même eux, en France là-bas, ou du moins là où la pandémie a commencé, ce n'est plus, du moins ils n'ont pas encore déterminé véritablement. Ils sont encore en train de chercher. On dit, il faut faire ci, il faut faire ça. Du coup, chez nous au Cameroun, quelqu'un qui est malade, du simple palu qu'on connaît, ou bien de tout ce que vous imaginez, se retrouve dans une clinique et dans la clinique, on lui fait faire le scanner et autres. Je voulais même d'ailleurs vous dire, avant la sortie du ministre, il y a des gens qui se sont plaints que même dans les hôpitaux publics, ils ont donné 120, 118, du moins à partir de 100 000 de l'argent pour le scanner. Pourtant, ce n'est pas comment on va dire, le médecin disait tout à l'heure, c'est pas ce qu'on va dire, c'est pas ce qui est indiqué, c'est pas ce qui vous confirme que votre malade est atteint. Et Dieu seul sait, quand on est dans un hôpital au Cameroun, comment est-ce que les gardes malades, le malade lui-même est dans les problèmes. Parce que vous vous soignez à 40%
lorsque vous allez dans un hôpital. Mais si vous arrivez là, vous n'avez pas la bonne prise en charge. Vous perdez déjà d'abord 20%. Maintenant, quand vous arrivez, il se retrouve que vous n'avez pas la possibilité d'avoir accès aux soins, ainsi de suite, vous perdez encore 20%. Vous pouvez mourir alors que vous n'avez peut-être pas le Covid-19, si vous voulez, cette affaire de coronavirus. Le ministre a bien fait de sortir cette note, mais il se trouve que ce n'est pas fini. Il faut bien que ce soit suivi sur le terrain. Comment on doit suivre sur le terrain? C'est qu'on doit mettre les affiches, on doit mettre les personnes qui contrôlent ce personnel médical-là. Et même qu'on dise aux Camerounais que dans les cliniques privées, là où les médecins ont leur pourcentage, vraiment, le médecin qui est en plateau ce soir va m'en excuser, les médecins ont leur pourcentage dans les cliniques, et du coup, on doit quand même épargner les Camerounais de tout cela aujourd'hui. Pour la simple raison que les Camerounais attendent que les pouvoirs publics prennent en charge tout ce qui est malade, tout ce qui est test et autres du Covid-19. Mais à partir du moment où ces derniers sont face à une situation où ils doivent encore dépenser beaucoup d'argent, c'est un problème. Je vous ai dit que le malade se soigne lui-même à 40%. C'est mon avis. Je ne vais pas me tromper parce que si vous êtes bien pris en charge, vous n'aurez aucun problème. Mais maintenant, les gens font de la récupération pour essayer de gagner beaucoup d'argent et tout. Cela ne peut pas nous faire avancer. Parce que si le bon Dieu nous donne encore la possibilité de ne pas tomber dans ce que le docteur Touba en France a vécu, ça veut dire qu'on a les possibilités de dire « Ouf, Dieu nous aime beaucoup », mais ce n'est pas que ceux qui sont des promoteurs de cliniques doivent chercher à gagner de l'argent. Donc, il faut que tout le gouvernement accompagne le ministre de la Santé dans ce qu'il a sorti, je crois hier, comme communiqué. Cela doit être suivi par les services de sécurité pour que personne ne dépense plus de l'argent dans ce sens et que les gens soient orientés. Parce qu'il se trouve qu'il y a la mauvaise orientation. Vous pouvez arriver dans une clinique, vous avez le simple palud qu'on connaissait, mais le stress, que je viens de dire tout à l'heure, que vous vous soignez à 40%, le stress vous amène à croire que, comme la maladie est là, peut-être c'est ce que vous avez. Et dans la clinique, on vous jongle, au lieu de vous envoyer dans les centres spécialisés. Il faut bien que les cliniques soient suivies pour éviter ce genre de choses. Ok, on repart tout de suite en France. Docteur Touba, le ministre dit quelque part dans sa lettre circulaire que les patients ont, c'est un droit pour eux, de choisir librement leurs soignants. Voilà, un patient qui, comme on dit, qui tousse et tout ça, peut-être pour aller vite, sollicite ce scanner. Ça me paraît un peu contradictoire, Saint-Germain. Voilà. Le malade qui choisit sa thérapie, ça me paraît compliqué. Parce que pour pouvoir choisir une thérapie, il faut déjà que je sache, n'est-ce pas, de quoi je souffre. Je vais vous prendre l'exemple d'une simple bactérie, d'une infection bactérienne. Vous savez qu'on a une multitude d'antibiotiques. Alors, si le malade a par exemple une infection pulmonaire et décide de prendre un antibiotique, lequel il va prendre? Il faut déjà qu'il sache. C'est pas pour rien que les médecins ont une formation aussi longue. C'est pour pouvoir, n'est-ce pas, affiner toutes ces informations-là. Donc, que le patient soit amené à choisir sa thérapie, ça me paraît aller dans le mauvais sens. Par contre, ce qui devait être très bien pratiqué ou alors fait, c'est l'information du médecin vers le patient. Qu'est-ce que j'entends par là? Un patient qui rentre dans mon bureau de consultation, chez qui je détecte une infection, il faut bien que je puisse expliquer au patient quel type d'infection il a. Parce que si nous prenons les poumons, l'infection du poumon, elle peut être liée, comme on le vit là actuellement, d'un virus ou d'une bactérie.
Alors, il faut que je puisse faire comprendre à mon patient, écoutez monsieur ou madame, vous avez une infection vraisemblablement à telle ou telle autre bactérie. C'est pour ça que même au niveau de bactéries, beaucoup ne le savent pas. On fait les tests. On fait ce qu'on appelle un antibiogramme. Très souvent, avant de débuter, puisque le temps passe, l'antibiogramme, ça demande du temps, on lance ce qu'on appelle une antibiothérapie probabiliste, c'est-à-dire qu'on se dit, dans cette région, c'est très souvent telle bactérie, on va commencer, mais on va faire des prélèvements et on va détecter quelle bactérie c'est, et dès le moment où on sait quelle bactérie c'est tel traitement qu'il faut administrer en ce moment. On corrige donc la thérapie qu'on a commencée. C'est la même chose avec le virus. Il faut déjà que je puisse détecter. Donc, si je détecte chez un patient qu'il a notre fameux Covid-19, alors je ne vois pas comment le patient pourra, avec un scanner ou une autre thérapie, me dire écoutez, je fais le scanner et puis je vais prendre telle ou telle autre thérapie. Ça me paraît vraiment très compliqué. Ok, on revient à vous dans un instant, docteur Touba. Docteur Tapa, il y a il y a le problème des centres spéciaux définis par le ministre. Est-ce qu'ils peuvent prendre suffisamment tous ces cas? Lorsque les gens se tournent vers les formations privées, est-ce que ce n'est pas parce que c'est plein de l'autre côté? Tout à fait. Est-ce que le patient n'a pas le choix d'aller où il veut? Le patient peut avoir le choix d'aller où il veut quand les formations spécialisées sont au-dessus de leur capacité, ne peuvent plus accueillir, c'est vrai. Et même avant, le droit fondamental du patient, il peut choisir où aller se soigner. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Vous ne pouvez pas obliger... Le ministre l'a dit, il le dit dans sa lettre. Vous ne pouvez pas obliger un patient à aller se soigner à un endroit spécifique. Ça, il a ce droit-là de choisir où il va aller. Soit, le problème ici ne se trouve pas au niveau du choix de là où le patient veut aller se soigner. Ça se trouve au niveau de la structure qui est là pour accueillir le patient. Et quand on parle de ça chaque fois, ça fait un peu mal parce qu'on revient aux problèmes fondamentaux au niveau du Cameroun et en Afrique en général. Vous ne pouvez pas... réagir au cours d'une épidémie avec des structures qui n'existent pas. Je veux dire, même les formations spécialisées dont on parle sont improvisées pendant l'épidémie. Vous n'avez pas le temps de faire que ces formations soient effectivement équipées dans le sens d'être compétentes. Par contre, l'épidémie se prépare avant l'épidémie. On a beau crier, tant que les systèmes de santé seront accrochés aux directives de l'OMS qui sont édité à 7 000 mètres, 16 000 km, vous ne pouvez pas. On ne peut pas. Vous ne pouvez pas trouver les solutions de santé avec la politique qui vient de 7 000 km ou de 16 000 km. Ce n'est pas possible parce que vous devez même connaître la communauté dans laquelle vous voulez travailler, connaître ses priorités pour travailler. Et l'une des priorités qui ressort ici, qu'on n'a pas toujours pris en charge, c'est les structures sanitaires qualifiées et la gestion des structures sanitaires existantes. Quand on parle des formations privées au Cameroun, quel génie peut nous dire comment les formations sanitaires privées sont gérées au Cameroun? Comment elles sont équipées? Quelles sont les capacités de ces formations sanitaires? Et quelle est la politique mise en place? Le ministre fait bien de réagir, mais on ferait mieux de mettre un système de gestion de ces centres sur place avant même que l'épidémie n'arrive. Et aujourd'hui, plus que jamais, ça fait appel à la création d'un système de santé local qui prend en charge les priorités des populations locales. Voilà, Raphaël Ntungu, il y a cet autre problème, comme je l'ai dit à l'entame, depuis que l'épidémie est là, qui est devenue une pandémie selon l'OMS, tout le monde s'est rué vers les recettes de grand-mère. Il y a un médecin qui nous avoue que depuis un certain temps, il reçoit des patients qui ont des complications après avoir consommé de manière abusive ces mélanges-là. Gingembre, citron, peut-être d'eau lait. Monsieur Otou, rassurez-vous, je suis un natif de la forêt équatoriale. Ne voyez pas les vêtements qui sont sur moi, qui sont des vêtements confectionnés de l'Hexagone. Mais rassurez-vous que moi, la recette que vous venez de donner tout à l'heure est celle que je prends à mon réveil. Même si les médecins, qui est le ginger, qui est l'ail, qui est la citronnelle,
qui est le miel, et je la prends quand j'ai la grippe avant le Covid-19. Parce qu'il se trouve que aujourd'hui, on va vous dire que les gens ont mal à l'estomac, mais je vous dirais que à chaque fois que j'avais la possibilité, à cela, je peux ajouter ce qu'on appelait Simon Lobisic, qui vous débouche les narines. Parce que de toutes les façons, cette affaire-là nous amène où vous n'avez pas la possibilité de respirer. Et Dieu seul sait que chez nous, on n'a pas assez de machines pour pouvoir prendre en charge les personnes qui sont en mal de respiration. Donc la recette de grand-mère reste ici. Et il faut qu'on soit clair. On est des Africains. Même si on peut de temps en temps prendre ce qui vient d'ailleurs, mais il faut que l'on reconnaisse que on est né avec cela. Un exemple. Le paludisme est en Afrique, il n'y en a pas en Europe. Ça dit que une simple piqûre de moustique peut amener un blanc à l'hospitalisation. Contrairement à l'Africain qui reste là pour discuter comme nous sommes là, et puis on peut rester en plein air. Le paludisme tue beaucoup. Hein, oui, ça tue, mais c'est là depuis combien d'années? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à soigner le paludisme? Et le même paludisme là, l'Africain a ce qu'on va appeler la potion magique. Il y a plein d'écorces qui peuvent atténuer le paludisme au Cameroun. Je ne voudrais même pas aller en Afrique. Et vous pouvez le constater ces derniers temps, parce que dans mon village, vous avez les Cook, vous avez l'Unfol, vous avez Silmoro, vous avez un certain nombre d'écorces qui peuvent soigner le paludisme. C'est pour cette raison, quand vous voyez ces gens de l'autre côté, je ne suis pas d'accord comme ils sont morts, mais sauf que quand vous les voyez tomber, parce que nous n'avons pas les mêmes... C'est les globules, on appelle ça quoi, médecin, docteur? La même défense. Voilà, la défense système immunitaire. La défense immunitaire, justement, au Cameroun et en Afrique, est assez différente. Je vous ai dit qu'une simple piqûre de moustique face à un blanc peut être fatale. Or, nous vivons avec les moustiques au quotidien, malgré la distribution des moustiquaires impayés. Milda. Justement. Donc, il est question ici de dire aujourd'hui que la grippe, vous vous souvenez de la grippe aviaire? La grippe aviaire nous a servi à quoi? On a voulu faire penser au Cameroun de ne pas manger du poulet ou bien des œufs. Nous avons mangé cela. Non, vous ne pouvez pas dire que c'était pas... Non, monsieur Tout, moi, je ne suis pas venu ici pour blaguer. J'ai mangé les œufs à 25 francs. On a simplement voulu mettre en mal l'économie camerounaise pour ceux qui sont des... La filière avicole. La filière avicole. Mais sauf qu'en réalité, il n'en était rien. Parce qu'eux, ils mangent là-bas de la viande saignante. Chez nous, le feu de bois, vous cuisez la viande au point de casser les œufs. Donc, il n'est pas question de quoi ici qu'on est dans la même situation que ces gens-là. Donc, la recette, pour finir, la recette de grand-mère est simple. Il me semble que quand cette affaire arrive, ça arrive comme étant... ça vous prend des courbatures, ça vous prend des articulations et tout. Nous savons pertinemment que avant cette affaire, moi je vous ai pris l'exemple. Il ne se passe pas un jour que mon épouse ne me fait pas le matin et le soir, le ginger, l'ail, la citronnelle avec du miel. Cela était avant même cette histoire-là. Ce n'est pas pour dire qu'on doit pas blaguer, on doit blaguer l'affaire au Cameroun, mais pour dire que ne blaguons pas avec notre affaire, notre pharmacopée traditionnelle. Parce que nous sommes nés... Figurez-vous un instant, 30 secondes. Oui. Un instant, lorsque il y a eu ce qu'on appelait dans mon village Soubikoumou, c'est-à-dire que bousculer les souches. Donc quand on a abattu un arbre, il y a la souche. Vous voyez un vent qui bouscule les souches. Cela, c'était quoi? C'est quand vous toussez, même votre voisin à 10 mètres fuit. Comment les Africains, comment les Camerounais ont réussi à soigner cette affaire? Donc il est question ici aujourd'hui, et je suis donc d'accord, et je salue le ministère ou le ministre de la Santé publique
qui justement a envoyé ses experts auprès de l'archevêque. Monsieur Préda. Voilà. Nous prenons donc la direction de l'Ouest Cameroun, où nous attend le professeur Félix Bruno Talefo. Bonsoir, professeur. Vous êtes à Tchang, vous êtes biochimiste, herboriste, enseignant à l'université de Tchang. Professeur, dites-moi, est-ce qu'il y a un danger à consommer de manière abusive tous ces éléments qu'on a dit, qu'on appelle la recette de grammaire? Est-ce qu'il y a un danger? Parce que beaucoup de personnes se sont réfugiées derrière ces éléments-là pour prévenir le Covid. Oui, bonsoir Serge, bonsoir à tous les panélistes, bonsoir à tous les spectateurs de l'Empire. Relativement à votre question, j'ai suivi avec un grand intérêt les interventions des uns et des autres. Concernant les effets nocifs que peuvent présenter les recettes de la grand-mère, ce que j'aimerais préciser ici, c'est que les plantes médicinales, certes, les études ont montré que les plantes médicinales avaient des effets thérapeutiques avérés, mais ces études ont également démontré que l'utilisation de ces plantes devrait s'effectuer avec beaucoup de réserve. Juste par rapport à la notion de dose. L'utilisation de manière efficace de la plante devrait tenir compte de la dose administrée. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser une plante à la dose thérapeutique normale pendant une petite durée, sans avoir d'effet secondaire. Mais par contre, si vous préparez la plante à une concentration excessive, donc cela pourrait conduire à long terme à des effets secondaires. Et l'un des effets les plus évidents dans le contexte actuel, c'est le problème d'insuffisance rénale. Donc voilà pourquoi on recommande toujours aux utilisateurs. Parce que ces utilisateurs qui se plaignent des complications, c'est ceux qui ont procédé par automédication le plus souvent. Donc ils n'ont pas été servis par le détenteur de la connaissance ancestrale. Alors, en recoupant les informations par-ci et par-là, il est allé sur le terrain sans savoir quel type de plantes récolter du terrain. Parce que vous êtes sans ignorer que deux plantes morphologiquement identiques peuvent avoir des noms scientifiques et bien évidemment des effets thérapeutiques différents. Il peut également aller dans la nature et récolter la plante à un mauvais endroit. Donc peut-être à un champ à proximité duquel beaucoup de pesticides ont été utilisés. Il peut récolter sa plante à côté d'un axe routier. Donc tout cela, c'est des zones, c'est des environnements où la plante sera sujette à des intoxications par des polluants environnementaux. Donc tous ces petits éléments, il y en a plusieurs, des facteurs qui peuvent conduire à un produit de mauvaise qualité et qui, après utilisation, peut conduire à des effets néfastes tels que je suis en train de le souligner. Mais si jamais c'est le cas, on recommande toujours à ces utilisateurs d'accompagner la prise de ces plantes avec la consommation de beaucoup d'eau. Donc, pour pouvoir faciliter leur évacuation. Donc, en conclusion, je dirais que les plantes médicinales sont certes saines pour notre organisme, si prises à des doses thérapeutiques, des doses recommandées. Au-delà, ça devient nocif. Voilà, professeur, vous êtes au courant sûrement de ce débat qui a cours depuis hier par rapport à cette lettre circulaire du ministre de la Santé publique qui interdit l'utilisation abusive du scanner thoracique comme diagnostic de confirmation du Covid-19. Effectivement. Mon point de vue par rapport à la lettre circulaire de Monsieur le ministre de la Santé publique du Cameroun, je partage entièrement cette circulaire. Alors, pourquoi? À l'heure où nous faisons face à un virus, et c'est un virus à acide ribonucléique.
Donc, on peut dire que les outils généralement utilisés pour les diagnostiquer, que ce soit dans le sang, le plus souvent, ça c'est le liquide biologique le plus sollicité. Donc, ces outils généralement utilisés sont un peu dépassés. Donc, voilà pourquoi on a fait recours à la biologie moléculaire. Et relativement au virus à RNA, la technique par PCR, qui est l'une des techniques qui a apporté beaucoup d'évolution dans cette diagnostic par biologie moléculaire. Donc, cette technique par PCR a comme matériel, mais comme molécule d'intérêt l'ADN. Alors, comment passer de l'ARN présent dans le virus à l'ADN? Donc, pour ce, on a donc pu faire recours à une enzyme spécifique qui a été dénommée la reverse transcriptase. Donc, c'est cette enzyme qui va donc convertir l'ARN en ADN complémentaire qui va par la suite être cloné. Donc, voilà à peu près comment se déroule cette technique de reverse transcriptase PCR. Donc, qui est actuellement recommandée pour pouvoir donner avec exactitude la charge virale dans la préparation biologique qui a été prélevée chez le patient. Alors, compte tenu de sa rapidité et également de sa disponibilité et davantage également compte tenu de sa spécificité, je crois que c'est le test le mieux qu'on pourrait vraiment recommander pour le diagnostic. Bon, maintenant, face à l'urgence, parce que, comme on vous l'a dit, ce n'est pas un résultat qu'on obtient à l'immédiat. Il va falloir attendre durant 24 heures. Donc, ça à l'urgence, pour ceux qui, en fonction de leur moyen, sollicitent un diagnostic rapide. Ils sont libres de pouvoir solliciter le scanner. Mais sinon, généraliser l'usage du scanner pour le diagnostic de Covid, je crois que tous les laboratoires ne sont pas étudiés sur ce scanner-là et on ne pourrait pas vraiment s'en Donc, on a dit, la reverse transcriptase PCR, c'est tout à fait le test le mieux indiqué pour diagnostiquer Covid. Ok, merci professeur Félix Bruno Telefo. Docteur Tapin, vous m'avez dit que on ne va pas se réjouir, que cette pandémie a pour but, on a mis des points sur les i. Oui, tout à fait, on a mis des points. Il y a des secteurs qui... L'un des points qu'il faut mettre, je reviens un peu à la première intervention de Raphaël Ndougo, sur les natural remedies, c'est-à-dire les remèdes de grand-mère. Il faut retenir que quand vous remontez à la médecine ancestrale, vous allez voir que même depuis la création du monde, l'homme a été créé en harmonie avec la nature. C'est-à-dire que dans la nature, il y avait tout ce qui permettait à l'homme d'exister. À partir de là viennent deux choses. La transformation de l'environnement, qui parfois c'est l'action des hommes eux-mêmes, qui change un peu tout. Si vous remontez dans la médecine ancienne, vous allez voir que dans les villages, comme il disait tantôt, il y avait plusieurs manières de soigner avec les herbes. Et les manières de soigner tournaient autour, soit de purger, soit de faire vomir. C'est-à-dire le traitement consistait à faire vomir ou à purger. Pourquoi ? Parce que une fois qu'on purgeait le malade ou bien qu'on le faisait vomir, le résultat ne se faisait pas attendre. La plupart du temps, la guérison se... Et scientifiquement, comment ça s'explique ? Le système immunitaire se trouve à 80% dans le tube digestif, contrairement à ce que les gens peuvent croire. Donc, quand votre tube digestif va mal, tout le corps peut mal aller. En cas de maladie, comme l'organisme doit se défendre, c'est militaire, c'est dans le tube digestif. Si c'est bloqué là-bas, c'est bloqué là-bas. Vous ne pouvez pas avoir des résultats rapides. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Maintenant, il se trouve que chaque produit a ses effets indésirables et ses effets positifs. Les effets indésirables, on les divise en deux groupes. Les effets indésirables mineurs, qui sont des effets qui n'attentent pas à la vie du malade, et les effets indésirables majeurs, qui sont des effets qui peuvent attenter à la vie du malade. Quand vous prenez les potions traditionnelles dont on parle souvent, la plupart des effets indésirables sont des effets mineurs, c'est-à-dire qui n'attentent pas à la vie du malade. On a parlé du mal d'estomac tantôt.
les remèdes naturels ne réveillent pas un mal d'estomac plus que l'ibuprofène. Ça, c'est clair, plus que l'aspirine ou plus que le paracétamol. Ça n'a pas de rapport. Donc, il faut retenir que chaque chose qu'on prend peut irriter l'estomac sans pour autant qu'on incrimine cette chose comme si c'était la cause de recrudescence du mal d'estomac. Donc, le natural remedy a sa place. Toutefois, il faut retenir que l'association de ces produits, parfois, à certains produits, peuvent créer des problèmes, soit au niveau rénal, et là, on peut atteindre les effets majeurs dont je parlais tantôt. Et donc, il faut toujours les prendre avec beaucoup de précautions. Donc, ces produits ont leur place. Et c'est même l'approche de médecine aujourd'hui. La médecine moderne a sa place, qu'on ne peut pas. Vous avez un enfant dans le coma ou bien qui convulse, vous allez arrêter la convulsion. Vous avez quelqu'un qui ne respire pas, vous allez le faire respirer en attendant de trouver la solution. La médecine moderne, à ce niveau, ne peut pas, il n'y a pas de doute à sa place. Maintenant, si vous voulez guérir le mal et fortifier l'individu, il y a un peu plus que ça. Et c'est là où les médicaments alternatifs à base de plantes prennent tous leurs effets, parce que parfois leurs effets ne consistent pas seulement à lever le mal, mais à préparer le corps à faire face aux autres situations à venir. Et c'est ça qui fait la force de ces remèdes naturels. L'un des aspects également, c'est que c'est disponible. Aujourd'hui, quand nous parlons du Covid-19, personne n'a la vérité. Il faut qu'on se dise en face. Personne n'a la vérité. N'a la vérité. Je veux Comment vous dire, ça? En termes de traitement, personne ne peut vous dire j'ai la solution qui est la solution exacte. Pourquoi? Parce qu'on parle d'un virus. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on a trouvé un médicament antiviral. Tout le monde essaye jusqu'ici. Et en cas d'épidémie... Mais il y a les résultats. Il y a les résultats parce qu'on a essayé. Il y a à Madagascar. Exact. Le président dit qu'il a les résultats. Je suis entièrement d'accord. dit qu'il a les résultats. Exact. Je ne doute pas. Mais ils ont les résultats parce qu'ils ont essayé des choses. C'est pour ça qu'il dit personne n'a la vérité. C'est parce qu'on est en train d'essayer des choses que les résultats sortent de part et d'autre. Et c'est ça le point aujourd'hui. En cas d'épidémie, l'objectif principal, c'est d'arrêter l'épidémie, c'est d'arrêter le nombre de morts et on utilise tous les moyens dont on dispose. Vous avez vu la chloroquine. On a vanté la chloroquine depuis 1939 qu'elle existe. Il a ressurgi quand il n'y a même eu d'effets cliniques, d'études cliniques sur la chloroquine. Vous imaginez en 2020, quelque chose qu'on a utilisé depuis 1939, on vous dit qu'il n'y a jamais eu d'études cliniques. Donc, par contre, c'était nécessaire d'essayer. On a essayé, on s'est rendu compte qu'il y avait des résultats sur le Covid-19. C'est pour ça qu'il dit personne ne détient la vérité. Il faut chercher la vérité quand elle est nécessaire. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, que ce soit du côté alternatif, avec nos plantes, que ce soit du côté de grand-mère, comme on dit, ou bien que ce soit du côté moderne. Et il faut éviter d'être stigmatisé, de rester braqué sur les... Et là, j'interpelle les Africains à se ressaisir un peu. Partout dans le monde où moi je suis allé, où la médecine a une certaine envergure, les gens sont restés ancrés à leur système ancestral. Oui. Voilà. Ok, rapidement, Raphaël. Juste en 45 secondes, quand un enfant convulse au village, si vous êtes en ville, il sera mis dans des... Comment vous allez appeler ça on va la réanimer. Oui. Pourtant, au village, on l'amène au WC traditionnel et l'enfant revient. C'est de ça qu'il est question. Ne pensons pas que la pharmacopée... Non, expliquez-nous. Vous avez dit WC. Expliquez concrètement. C'est bien. Comment ça se passe? Un enfant convulse. Généralement, c'était le palu. Quelquefois, on avait ça des deux côtés sur la poitrine. Et là, dans mon village, on appelle ça tite. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? L'enfant, les yeux sont allés derrière de travers. Qu'est-ce qu'on fait? On le tourne. Le WC traditionnel. On retourne la tête de l'enfant sur le WC. Quand l'enfant respire, du coup, il revient. Il y a autre chose. On peut tremper l'enfant dans un fût d'eau, on trempe la tête, et puis l'enfant revient. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il n'est pas question aujourd'hui de quoi que nous, les Africains, nous sommes venus d'ailleurs. Pourtant, nos ancêtres ont vécu ce que nous vivons aujourd'hui, et il n'est pas question de blaguer avec. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y avait les mêmes... le Covid-19, il est tout nouveau, non? Non, mais c'est tout nouveau, mais il y a eu d'autres épidémies plus sévères et il y a eu des phénomènes de santé plus critiques par le passé. Le problème, l'avantage ici, c'est qu'il faut savoir utiliser ce qu'on a. Oui. C'est ce que nous, on ne fait pas. La moralité, l'une des moralités ici, c'est qu'il faut commencer à regarder ce que nous avons. Peut-être que nous avions laissé, qu'il faut recommencer à regarder, faire des essais, des études cliniques, pas attendre en cas d'épidémie pour se précipiter. C'est ça la leçon à tirer. Et aujourd'hui,
plus que jamais, les deux médecines sont complémentaires. Vous ne pouvez pas. Et il faut qu'on cesse d'être un peu en relation de partenariat, le maître et l'élève qu'on a avec l'OMS. Aucune structure basée ailleurs ne va faire la santé d'un pays. La santé se bâtit localement avec les réalités locales. Vous appelez ça le diktat de l'OMS? Oui, le diktat de l'OMS. Vous refusez ça? Je refuse complètement. Je peux comprendre qu'il y ait une collaboration avec l'OMS qui aide, mais je ne peux pas comprendre que ce soit l'OMS qui trouve ce qu'il faut faire au Cameroun pour améliorer la santé des populations. Je vais vous prendre un petit exemple. Oui. Vous savez, l'OMS dépense combien dans les séminaires, dans les per diem, dans les trucs par an pour les maladies. Et regardez, quand le Covid a commencé, le plus grand problème auquel on faisait face, c'était l'eau. Si l'OMS tenait à la santé des populations, il devait participer à l'approvisionnement en eau potable dans les pays africains. Merci, Dr Tapa. On revient après le journal parce qu'il est déjà là. Cédric Noufélé. Bonsoir, Cédric. Au menu ce soir. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons d'une scène scandaleuse vécue au ministère de la Santé publique, un don de matériel médical offert par le professeur Maurice Kamto à travers l'initiative Cameroun Survie a été refusé sans explication claire, attitude dénoncée par le président du comité de gestion de l'initiative Cameroun Survie, Christian Penda et Koka, qui a été étonné de cette attitude du ministère de la Santé publique de refuser ce don au moment où les Camerounais broient du noir dans des formations sanitaires, notamment des Camerounais patients atteints du Covid-19. Le gouvernement parle d'une gratuité de la prise en charge, mais la réalité est tout autre. Dans une enquête intégrale à suivre dans le journal de 20h, vous verrez que certains Camerounais dépensent des sommes faramineuses pour avoir accès au traitement. La gratuité, elle est loin d'être réelle, de par la consultation, le diagnostic, les examens, les services de réanimation ou encore la prescription des médicaments. Nous en parlerons ce soir. C'est Jalin. Et le gouvernement, à travers le Premier ministre, vient d'annoncer un assouplissement des mesures de restriction prises depuis le 17 mars 2020, parmi lesquelles l'ouverture des débits de boissons et des snacks au-delà de 18 heures, en précisant qu'il y a obligation de respecter les mesures de distanciation sociale. Le gouvernement estime qu'il est satisfait de l'évolution de la pandémie. Selon le Premier ministre, il y a un nombre important de cas guéris qui laissent le gouvernement satisfait et d'autres mesures sociales et fiscales ont été annoncées. Nous en parlerons ce soir. C'est Jalin. Cédric Noufélé, ouverture des débits de boissons et autres snacks, vous l'avez dit, au-delà de 18h, fermeture à quelle heure? Aucune précision sur cette mesure du Premier ministre. Certainement revenir sur les règles qui existaient avant le confinement, les différents établissements de divertissement et les débits de boissons et autres snacks qui avaient les autorisations d'ouvrir au-delà de 18h pourront revenir à ces mesures légales avant le confinement. Mais la précision qui suscite la confusion, c'est celle de respecter les mesures de distanciation sociale au moment où il y a encore des inquiétudes avec des cas de Covid-19. Nous en parlerons ce soir. Justement, tout à l'heure, c'est le 20h de Cédric Noufélé, le 20h le plus attendu, madame, monsieur. Et après, ce sera Equinox Soir, deuxième partie. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie consacrée au débrief du journal. Nous sommes toujours en compagnie, ici sur le plateau de Douala, du docteur Faustin Roger Tapa, médecin de santé publique, et Raphaël Ndougou, analyste. Vous serez obligé de arborer votre casquette de militant du RDPC pour cette deuxième partie. Voilà. Et il nous attend depuis un certain temps, depuis l'Italie, docteur Tengue, voilà, Tengue Mathurin, il est pharmacien spécialiste en phytothérapie. Il nous attend du côté de Ferrara, en Italie. Bonsoir, docteur. Bienvenue une fois de plus sur le plateau Equinox Soir. Une réaction déjà par rapport à la sortie du ministre de la Santé publique qui interdit
les scanners, l'utilisation abusive des scanners thoraciques. Votre commentaire, rapidement. Alors, par rapport à l'utilisation du scanner, je vais dire ici que nous avons actuellement 2 méthodes qui sont utilisées. Le PCR, qui a un taux de positivité de 70%, c'est-à-dire que dans 7 cas sur 10, nous avons les résultats justes. Par contre, nous avons 3 cas sur 10 qui peuvent être des faux positifs. Nous avons maintenant aussi la méthode du scanner qui normalement est utilisée en phase avancée de la pathologie parce qu'elle permet de détecter les actions du virus au niveau pulmonaire et a un taux d'efficacité de 98%. Maintenant, quel est le problème qui se pose? C'est que on se dit que utiliser le scanner tout simplement n'est pas suffisant parce que c'est d'ailleurs à une phase avancée de la pathologie et donc il faudrait l'intégrer. Maintenant, dans notre milieu, dans notre contexte au Cameroun, moi je pense que vu les moyens, vu la non-disponibilité des tests, parce que nous n'avons pas suffisamment de tests, pour procéder rapidement, on peut extrapoler et se limiter au scanner. Puisque de l'autre côté, on a le PCR qui quand même a 70% de taux d'efficacité contre un 98%. Voilà, merci. On revient donc à l'essentiel de cette deuxième partie, un lot de matériel médical pour Survie Cameroun, Survival Initiative. Devant le ministre de la Santé, on dit non, allez plutôt voir d'abord pour la Tangandi du Minat. Votre réaction? Vous avez si bien indiqué tout à l'heure, Serge Alain, que je vais désormais aborder ma casquette politique, oui, puisque je suis membre de ce parti. Et depuis le 6 mars 2002, j'y suis. Mais donnez-moi en 30 secondes de rendre hommage à quelqu'un qu'on vient de perdre cette fin d'après-midi, un papa qui est mort de la suite du Covid-19 et qui nous fait mal, nous qui étions ses proches. Et la question que vous me posez va donc m'amener à dire que seule une structure des chevaux paye le désordre. Le désordre ne paye pas ailleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque on veut donner des dons, on a vu une structure, si vous voulez que bien que je donne le nom, Prométhée qui a donné 100 millions de francs CFA, ça a été destiné au ministre de la Santé publique. Il n'est pas question de venir donner un don et penser qu'on va aller se cacher derrière c'est pas comment je vais appeler, ce que le président d'un parti politique a créé comme étant Survival, si vous l'avez si bien dit. Survival Initiative. Très bien. Survie Cameroun. Le désordre ne paye pas à ce niveau. Et il n'est pas question ici de faire de la récupération politique dans ce sens. Je cite toujours le feu ministre État Kodor pour dire, lorsque vous vous noyez, le serpent est là avec vous dans l'eau, vous vous accrochez sur le serpent et Dieu seul sait que l'homme et le serpent ne font pas équipe. Une fois elle arrive, le serpent vous mord bien, vous tuez le serpent. Pourquoi est-ce qu'on va faire? Tout à l'heure on parlait des cliniques qui se font beaucoup d'argent sur le plan de scanner et autres. Je n'ai peut-être pas dit qu'il y avait les gens qui voulaient faire du chantage à travers les grèves. Mais maintenant, les affaires de récupération politique, ça ne sert à rien. Quand on n'a pas encore perdu un être comme celui à qui je rends hommage là pour les besoins de réserve par rapport à sa famille, je me réserve de donner le nom. Il n'est pas question de dire c'est Survival qui a donné cette affaire et pourtant, les informations que nous avons tous reçues via les mêmes réseaux font état de ce qu'il y a un compatriote ou bien il y a un individu qui a donné ces dons-là. Pourquoi récupérer? Ça sert à quoi en ce moment?
alors que les Camerounais meurent au quotidien. Ces gens-là autour. Il n'est pas question donc ici... il y a de la récupération politique. Il y a de la récupération politique. C'est pour ça que je voulais dire que le désordre ne paye pas ailleurs, à part la course des chevaux. Et les mêmes chevaux-là sont en ce moment en confinement de l'autre côté. Okay. Alors, il se trouve quand même qu'il faut dire des choses comme elles sont. Il n'est pas question de récupérer quand on a un souci avec le peuple. Ce peuple qui est en danger aujourd'hui, ce peuple qui veut voir le pays fonctionner normalement, c'est-à-dire que sans maladie, ou du moins sans cette pandémie, parce que les maladies, il en existe. Mais là maintenant, nous ne voulons pas la pandémie qui stresse. Le stress, voici le docteur qui est en face de moi. Le stress tue les êtres humains comme il tue la volaille. À partir du moment où on est en train de blaguer avec la maladie, on croit qu'on va faire de la récupération politique. Je suis totalement désolé. Voilà, on va revenir sur cet aspect. Vous parlez de récupération politique, on va bien comprendre. Parce que dans la sortie du ministre de la Santé publique, on ne voit pas beaucoup ça. On va donc aller du côté de Francfort. Où nous attend Wilfried Ekanga. Wilfried Ekanga, vous allez planter le décor. Dites-nous, vous êtes certes en Allemagne, mais vous avez des informations en interne. Que s'est-il passé aujourd'hui, cet après-midi, du côté du ministère de la Santé ? Bonsoir à toi, Serge Alain, bonsoir à ton plateau, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox TV, bonsoir à tous nos compatriotes, bonsoir au docteur, bonsoir particulièrement à M. Indogo, à qui je prierai actuellement de garder son calme, parce que personne n'a le monopole de la souffrance, et surtout pas vous. Je peux vous garantir que le mois dernier, j'ai perdu quelqu'un, moi aussi, des suites du Covid-19, dont je sais au moins autant que vous la douleur que cela procure. De deux, lorsque vous parlez de récupération politique et lorsque vous apposez une accusation sur quelqu'un, sachez au moins bien élaborer votre défense. Parce que là, vous faites des procès d'intention à une structure dont vous ne connaissez ni le nom, ni même la forme. Parce que le mot qui vous a manqué tout à l'heure, c'était l'initiative. Cameroon Service. L'initiative n'est qu'une association, c'est un parti politique, c'est une idée, c'est un projet. Un peu comme je dis, je vais m'acheter un ballon ou je vais acheter des fournitures à mon fils, c'est une initiative, c'est une aide. Donc, à partir du moment où on connaît la nature de quelque chose, le raisonnement n'est plus le même. Vous ne pouvez pas en parler de récupération politique, alors que vous êtes même incapable de définir ce dont vous faites allusion. Survie Cameroun Savare Initiative est une idée dans le cadre de la volonté des Camerounais de donner leur contribution personnelle aussi au projet coronavirus. Et elle ne sera fait l'objet d'accusations alors qu'elle est en train de faire l'exact contraire. Elle est dans l'idée justement de limiter les dégâts, de limiter les cas, de limiter les morts, parce que parmi ces Camerounais-là, même nous qui sommes dans les diasporas, nous avons nos proches. Alors d'entrée de jeu, s'il vous plaît, puisque vous aimez beaucoup les proverbes, j'aimerais vous dire que le caïman n'a pas à se moquer de l'alligator, parce que tous les deux sont des crocodiles. Regardez-vous donc très bien avant d'accuser autrui. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à Yaoundé? Le directeur du comité de gestion du projet de l'initiative Survie Cameroun Savare Initiative, Christian Benda et Coquin, a été justement dépêché par Maurice Kamto pour porter au nom de Maurice Kamto ce que Maurice Kamto avait prévu pour ses compatriotes, pour les Camerounais. C'est-à-dire qu'il y a un Camerounais qui se dit « j'ai les moyens d'acheter un morceau de savon ou alors un kit de dépistage. Il y a des médecins actuellement au four et au moulin. Je vais donc aller au ministère de la Santé et y apporter ce kit de dépistage-là pour justement permettre de désengorger, en tout cas de soulager le personnel de santé. » Hier, on avait une problématique avec M. Moutouzeux qui parlait justement du fait que les 14 4x4 qu'on avait achetés ou loués à 500 millions permettaient de joindre les lieux les plus enclavés du pays. Ce à quoi on posait la question, mais pourquoi ne pas simplement fournir les hôpitaux de ces zones-là en kit de dépistage pour que les gens n'aient plus à prendre des 4x4 pour aller à Yaoundé, puisque de toute façon, ça ne va pas servir à tout le monde. Donc, Maurice Kamto a justement apporté sa contribution personnelle pour pallier à ce problème en disant « j'ai 950 kits que je peux mettre à disposition du personnel santé, cela peut être acheminé dans des contrées reculées où on n'aura pas forcément des 4x4 qui pourront y aller. » Donc, entre autres
contre, je vais aussi apporter un stock de masques, je vais aussi apporter les gels, je vais aussi apporter, voilà, X ou Y matériel. On met sur des valeurs d'à peu près 100 millions d'euros. C'est énorme pour un individu. Et donc, sur des Cameroun Survival Initiative a été nommé ainsi pour le dissocier du parti politique. Quel MRC? C'est comme si vous êtes dans un quartier, vous savez que bon, il y a une crise sanitaire, vous savez que l'État se débrouille à régler le problème, mais vous savez aussi que l'État peut se retrouver dos au mur et présenter certaines insuffisances. À ce moment-là, vous faites exactement comme le président Kennedy avait dit en 61, don't only ask what your state can do for you, but also what you can do for your state, for your country. Ce que vous pouvez aussi faire pour votre pays, participer. Donc, vous rassemblez des fonds et vous achetez du matériel pour vous ou pour 2 ou 3 compatriotes. C'est exactement ce que Maurice Kamto est allé faire au ministère de la Santé aujourd'hui. Et alors qu'ils y sont arrivés, Monsieur Alice Dangote est l'un des hommes d'affaires les plus riches du continent, très apprécié au Cameroun d'ailleurs par ses entreprises sur le terrain, avait justement aussi apporté un don qui a été très applaudi, qui a été réceptionné à grand fracas par le ministère. Tout le monde était content. Et à côté, il y avait aussi de nombreux dons des Camerounais. Lorsque M. Penda Ekouka se présente avec les dons qui sont la matérialisation du projet Survey Cameroun Survival Initiative, on lui fait savoir que les ministres de la Santé ne peuvent pas accepter les dons pour l'instant. En tout cas, il prend note et il vous notifiera après de ce qu'il y a lieu de faire. Le problème, les dons étant déjà sur le terrain, que faire? C'est donc après que nous avons cette nouvelle note où M. Manaouda Malachi dit qu'il faut aller se référer au ministère de l'administration territoriale parce que selon les lois relatives à la générosité publique, il y a des canevas sur lesquels il faut faire des dons. Donc, il y a des gens qui peuvent faire des dons, des gens qui ne sont même pas des Camerounais, même s'ils sont africains, et les dons passent comme une lettre à la poste, et il y a un autre Camerounais qui subit déjà la présomption de culpabilité, alors qu'on est en train de parler d'un état de droit, et qui doit aller voir le ministre de l'administration territoriale, comme si l'administration territoriale était affiliée à la santé. On voulait voir l'administration territoriale à la protection civile, donc il fallait fermer les frontières à temps, pour que les malades du Covid-19 qui étaient dans les diasporas ne contaminent pas les locaux. Il a joué aux abonnés d'absence. Et comme par miracle, dans la logique réactionnaire, aux actions bien intentionnées d'un leader d'un parti politique, même si on ne l'aime pas, une aide est totalement à dissocier de la personne qui la donne. Quand c'est dans ce contexte-là, on se retrouve à avoir à subir ces procédures un peu bureaucratiques. Okay. Alors, d'entrée de jeu, on peut dire, attendons la décision, la réaction ou l'explication du ministre de l'administration territoriale. Mais là, on voit déjà une bizarrerie qui ne dit pas son nom, parce que ce n'est ni un parti politique, ce n'est ni une association, c'est un Camerounais qui, dans le cadre d'un projet où il a invité ses compatriotes à s'auto-organiser pour apporter un plus de cadre d'un don personnel d'un Camerounais comme celui-là, on se retrouve à avoir à faire des démarches bureaucratiques qui n'ont ni queue ni tête. C'est la grosse problématique que nous avons encore actuellement. Il faudra évidemment qu'on nous explique. Ok, voilà, docteur Tapar, comment vous comprenez cette attitude du ministre de la Santé cet après-midi? Comprendre cette attitude, c'est trop dit. J'ai peut-être pas qualité à juger, mais je crois qu'au sortir d'une crise comme celle que nous vivons, nous devons apprendre une chose qui est vieille comme le monde, c'est qu'en cas de problème, on se met ensemble pour résoudre le problème. Ça, vous n'avez pas besoin d'être du gouvernement ou pas. En cas d'un problème, comme vous parlez d'une pandémie, les gens se mettent ensemble pour trouver une solution à la pandémie. Et il faut le savoir en ce moment précis, laisser les émotions de côté et faire prévaloir l'intérêt de la population. Parce que chaque acte que vous posez, posez-vous la question de savoir pour l'intérêt de qui je pose cet acte. Quand vous refusez un don qui pouvait aider les gens, on parle d'une épidémie où depuis le début, on parlait dernièrement sur ce même plateau des prisons qui n'ont pas de masque, et quand parallèlement, on est en train de refuser un don de masque. Je dis, il faut faire très attention.
qui est-ce qu'on sert à la fin? Est-ce que c'est la population? Est-ce que c'est la lutte contre la pandémie? Ou alors c'est des émotions? Il faut faire la part des choses. Je crois que la leçon ici, c'est qu'il faut apprendre à laisser ces émotions de côté et suivre. Dans tous les pays du monde, quand il y a un problème, quand il y a la guerre, les gens se mettent ensemble, peu importe les émotions, les considérations politiques ou économiques, on se met ensemble pour d'abord combattre l'ennemi commun. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, en principe, devait appeler beaucoup de gens à réfléchir et on devait apprendre à comprendre que parfois on peut se tromper. J'espère, j'ose croire que c'était une erreur et que ça va se rectifier rapidement pour qu'on continue la lutte dans de bonnes conditions. Donc vous avez espoir que ça peut changer demain? Les hommes peuvent changer. Je crois qu'à la limite, on ne juge pas les hommes, on juge les actes. Oui. On juge les actes, on s'arrête aux actes des hommes. Parce que vous n'avez pas, en tant qu'être humain, les capacités d'aller au-delà du jugement de l'être humain. Mais vous pouvez juger les actes que quelqu'un a posés. Et s'il a posé cet acte, ça veut dire qu'il peut aussi poser un acte contraire. On espère qu'avec le temps, ils vont se ressaisir et aller dans la direction du peuple. Ne perdez jamais que nous luttons pour des gens et non pour nous-mêmes. Voilà, madame, monsieur, on va donc observer une petite pause, une petite plage de pub. On revient pour Equinoxe Soir. Ça continue, madame, monsieur. Retour sur le plateau Equinoxe Soir. 10 000 masques barrières, 6 800 masques chirurgicaux contre 950 tests de dépistage. Aujourd'hui, refusé au ministère de la Santé publique. On en parle une fois de plus. Cette troisième partie, Equinoxe Soir. Raphaël Ndougou, dites-nous, qu'est-ce qui dérange dans cet acte de l'initiative du mouvement Survie, de l'initiative Survie Cameroun, Survival Initiative? Qu'est-ce qui dérange lorsqu'on doit porter assistance à des personnes en danger? Pourquoi refuser? Émission spéciale sur une situation aussi spéciale et d'urgence d'ailleurs. Je suis d'accord que lorsque, je l'ai dit tout à l'heure, quand on se noie, le serpent peut vous aider pour aller à la rive. Vous allez régler les comptes là-bas. Cela est plus profond que l'image que je prends. Mais j'ai également dit qu'il n'y a pas de récupération politique parce que justement, il se trouve aussi que pendant que le président du parti, MRC, a créé cette affaire, cela a amené le ministre de l'administration territoriale de suspendre ou alors de dire que cette situation, je ne sais pas trop, cette affaire-là n'est pas reconnue. Mais il se trouve quand même que lorsque vous allez à la rive, le serpent peut te mordre, tu meurs. Et puis, l'être humain peut tuer le serpent, lui aussi meurt. Cela veut donc dire quoi? Cela veut dire que peut-être la manière de refouler les dons n'a pas été meilleure. Parce que cela fait un tollé médiatique. Et ça va encore donner plus de pouvoir au MRC, plus de pouvoir à tout ce beau monde-là que nous avons voulu contribuer pour les Camerounais. Voilà là où nous en sommes. Ça, c'est ça. Mais maintenant, est-ce qu'on peut quand même, à un moment donné, il est possible que le MRC, voilà, qui vient de parler tout à l'heure, pour dire que le MRC a contribué pour ça. Non sans passer par Suivi Cameroun, et ça crée de la diversion. Ça nous emballe pour rien. Même... Je continue de poser la question. En quoi ça dérange? Ça dérange parce que... Est-ce que c'est une association? Au MRC, on vous dit non, ce n'est pas une association. C'est une initiative. Depuis, le ministre de l'administration territoriale s'accroche sur la loi sur les associations. Il dit qu'il n'a pas reçu dans son ministère un dossier sur la création de Cameroun, Survie Cameroun. Voilà. Il est indiqué dans cette affaire-là que le président est élu. Dès qu'on a dit le président est élu, ça crée la confusion. On a dit ça où? Peut-être le ministre n'a pas dit, mais nous avons lu ça et là dans les réseaux sociaux. Et effectivement, moi j'ai lu ça, que c'est même un individu qui serait le donateur et la récupération est là. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de récupération politique. Donc,
Raphaël Ndougou, permettez-moi. Oui. Il y a 2 jours, on a vu des camions partir en direction des 360 arrondissements. C'était quoi? Les dons... De qui? Du président de la République, pas le président d'un parti. Comment? Le président de la République n'est pas président de... Je dis que ce sont les dons du président de la République. Oui. Et on n'a pas dit que le président du RDPC... On a vu une banderole là-bas qui dit don spécial de son Excellence Paul Biya. Très bien. À cette cérémonie. Son Excellence Paul Biya? Oui, on a vu une banderole. On peut sortir les images. Oui. Don du président de son Excellence, non, son Excellence Paul Biya. Son Excellence Paul Biya. Oui. Président de la République du Cameroun. Non, son Excellence Paul Biya. Oui. Moi, je peux continuer pour dire président de la République du Cameroun. Par contre, sur Vie Cameroun, on vous dit président élu. Ça crée un problème. Je vous dis que je ne suis pas là pour parler de mon parti ou bien de parler des autres partis. Ce que je voudrais dire ici, c'est que le MRC, l'UDC, l'UNDP, tous les partis que nous connaissons peuvent contribuer pour cela. Et la personne reconnue sur le plan légal a créé des fonds dans ce sens pour dire je crée un fonds de solidarité. Parce qu'il y a comme l'amalgame. Quand le président de la République a créé le fonds de solidarité, on sait personnellement que exit l'élection présidentielle, comme l'avait dit quelqu'un en 2004, que quand le Conseil constitutionnel se retrouve et décide, les paroles là sont comme vous le savez. Et en ce moment, on ne parle plus de l'élection présidentielle. Nous disons qu'il y a des partis politiques qui existent. Beaucoup ont même contribué pour accompagner les pouvoirs publics. Mais si on fait comme si c'est un désordre, c'est là toute la problématique. Mais je voudrais quand même dire, puisque je voulais payer une image avant, parlant du serpent et un être humain qui peut se noyer. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que peut-être le ministre de la Santé publique, par souci d'aider le Camerounais, aurait peut-être pu gérer cette affaire d'une autre manière. Comment? Vraiment, je le dis, de manière simple et humble, comme un Camerounais lambda. Parce qu'il y a un problème de tests. Même si ces tests-là sont mis en mal aujourd'hui, parce qu'on dit d'autres peuvent passer par les narines, le docteur va peut-être intervenir. Pourquoi donc faire intervenir la politique ici? Vous-même vous dites qu'il y a un problème. Justement, voilà. J'ai dit, avant, de toutes les façons, on ne peut pas avancer si on ne fait pas intervenir la politique, mais on doit émettre des réserves pour dire que non. Quand vous voulez faire des contributions, faisons les contributions sans avoir besoin de faire le one-man show comme on dit au quartier. Maintenant, je reviens simplement pour dire que le ministre de la Santé, et il faut le reconnaître, monsieur Otou, ce monsieur ne dort pas certainement. Ouais. Alors, ce n'est pas évident en ce moment. Est-ce qu'il est véritablement accompagné par ses pairs du gouvernement, puisque aujourd'hui, il y avait un conseil de cabinet, et il a envoyé simplement qu'aller voir le MINAT. Des cas comme ça peuvent être gérés sur l'image que je viens de vous prendre du serpent et de l'être humain pour dire, d'accord, messieurs, nous prenons vos dons, mais nous voulons quand même vous rappeler que survie et tout, c'est illégal, mais puisque vous êtes des compatriotes, vraiment, je le dis simplement parce qu'il y a un problème de tests au Cameroun. Il n'y en a pas suffisamment pour des personnes soupçonnées. Ça dit que si M. X a collaboré avec M. Y et que M. Y n'est plus là, M. X n'a pas la possibilité d'avoir accès aux tests. Et il faut que les tests soient disponibles. Alors, en ce moment, on aurait donc dû, au lieu de faire ce tollé qu'on a vu là, dire simplement que d'accord, nous réceptionnons vos dons, nonobstant le fait que cette association que vous avez brandie n'existe pas. Allez donc plutôt du côté des MINAT, mais nous avons reçu les dons parce que de toutes les façons, actuellement là, ce que nous avons comme leitmotiv pour nous autres, c'est que cette pandémie-là soit éradiquée par tous les moyens. Donc,
loin de moi de vouloir donner les leçons aux membres du gouvernement, mais il se trouve quand même que tout le monde sait que Suivi ne dicte pas tout ce qu'on sait, mais on aurait dû d'abord réceptionner parce que c'est un don et rappeler à ces donateurs que ici, vous avez fauché, mais nous prenons parce que l'urgence, quand ce fleuve-là passe avec le serpent et vous allez arriver, qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu l'image que je prends pour que, en dehors de nous qui parlons ici, en dehors de ceux qui nous suivent, merci, même ces gens-là qui... Nous sommes la nuit, nous sommes la nuit, trop d'images de serpents. Oui, non. Oui, on n'est pas dans le feu. Mais c'est très important. C'est trop de serpents. C'est important parce que je suis natif de la forêt et je prends des exemples comme ça pour dire que, au-delà des considérations politiques, de récupération et autres, on peut donc laisser la boue et on prend le poisson. On fait la pêche au barrage. Voilà, on va permettre à Wilfried et Kanga de réagir après Raphaël Ndougo. Wilfried et Kanga. Je constate que notre compatriote est très amoureux des serpents et c'est justement ça le problème, la politique reptilienne à laquelle le gouvernement camerounais se livre actuellement. Il aurait fallu être un peu plus intelligent et éviter que ça fasse trop de bruit. Parce que maintenant, vous vous plaignez que ça va renforcer le MRC. Donc, en fait, de un, vous avouez que votre préoccupation, en fait, c'est qu'un parti politique, malgré la crise sanitaire, vous mettez cela de côté, votre préoccupation, c'est que vous ne voulez pas qu'un parti politique fasse parler de lui pour avoir été utile en situation de crise. Vous qui avez demandé aux partis politiques de se rendre utiles au nom de l'union sacrée et d'apporter chacun sa contribution, vous ne voulez pas en même temps qu'un parti politique brille parce que l'histoire retiendra, et je suis désolé, l'histoire l'a déjà inscrit sur ses tablettes, et c'est gravé il y a tout jamais que un Camerounais a voulu faire des dons, et alors qu'on acceptait des dons d'autres acteurs nationaux comme internationaux, on a refusé les siens pour des raisons que vous êtes les seuls à connaître. La récupération politique dont vous parlez, vous n'avez peut-être pas vu les casquettes et les tissus à l'effigie de Paul Biya qui ont été distribués dans le cadre de cette crise. Mais en fait, cette amnésie quotidienne-là, cette amnésie volontaire, alors que les faits sont autour de nous, c'est un peu le monde à l'envers. Nous, on voit des choses et on se pose la question, mais comment c'est possible que ceux qui font de la récupération politique nous reprochent de faire de la récupération politique? L'initiative Cameroon Survey n'obéit ni à la logique de l'association, ni à la logique du parti politique. C'est une simple auto-organisation des Camerounais au nom de la nécessité, au nom de l'état d'urgence, au nom de l'assistance à personne en danger. C'est la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui le consigne. Il y a un cas d'urgence, chacun mobilise les forces qu'il peut et il y va. Monsieur Kamto l'a précisé dans le discours lorsqu'il présentait le projet, enfin lorsqu'il réagissait à la première édition de Tanganji, il disait « c'est une auto-organisation de Camerounais qui n'obéit à aucun des canevas cités, ni à la loi de 1983, ni à aucune autre disposition, puisqu'elle est de facto légale, parce qu'elle est morale, parce qu'elle est légitime. » Si votre famille, votre ami, votre cousin, je ne sais pas, se retrouve accidenté quelque part, vous n'allez pas refuser qu'un premier secouriste vienne l'aider parce que le secouriste n'avait pas la légalité ou la conformité de le faire. On est dans un cas de force majeure, on est dans une situation d'urgence et on n'a pas besoin d'être médecin pour commencer à prodiguer les premiers soins à quelqu'un qu'on voit qui est en train d'agoniser, il y a quelqu'un qu'on peut approvisionner en air pour qu'il respire. Monsieur Jacques Famdongo a dit qu'il était et que nous étions les créatures de Paul Biya. Ça ne l'a pas empêché de cesser d'être Camerounais. Pardonnez donc à Maurice Kamto de dire qu'il est le président élu et accepter ses dons. Parce que si vous avez un malade, si vous avez un accidenté, il ne va pas survivre ou mourir parce que Maurice Kamto a dit qu'il était président élu. S'il a apporté des dons, ces dons-là seront efficaces. S'il a apporté des dons, ces dons-là seront efficaces que Kamto ait dit qu'il est le président élu ou pas. Si vous avez un problème avec le vocabulaire utilisé par Maurice Kamto, c'est que ce vocabulaire-là est pour vous plus important que l'équipe de dépistage et que les dons que Maurice Kamto est venu faire. Et sur ce terrain-là, c'est vous qui faites de la récupération politique. C'est pour ça qu'on a mis en exergue un problème factuel où on dit il y a des localités très enclavées. Il paraît donc que l'OMS nous a donné 14 voies
voitures, enfin données, je ne sais pas. On a entendu des sommes mais incroyables pour des voitures, comme s'il n'y en avait pas au Cameroun, pour aller dépister des gens dans des contrées reculées. Voilà un Camerounais qui vous offre l'opportunité de sortir de cette contrainte et d'approvisionner ces centres reculés. Vous dites non, il faut aller voir le ministre de l'administration territoriale. Est-ce que l'administration territoriale est le ministère de la Santé? On a vu l'absence de coordination entre les différents ministères quand Joseph Betty Assom promulguait le thème du 20 mai et quand, dans le même temps, M. Ferdinand Ngongo, secrétaire général, était en train d'annoncer que le 20 mai est finalement annulé. Mais là où on a besoin d'une véritable séparation, d'une véritable symbiose, et c'est pour que chaque couloir laisse l'autre ministère travailler, c'est là où on voit le ministre de la Santé vous dire que pour que son corps médical réceptionne les kits que vous lui avez envoyés, il faut aller s'adresser au ministre de l'administration territoriale. Donc, le ministre de l'administration territoriale va vous régler comme si vous étiez une entité terroriste, comme si vous étiez une entité étrangère, comme si vous étiez une entité dangereuse, alors que vous êtes venu faire des dons de santé. C'est donc pour ça qu'on parle de la présomption de culpabilité. Et dans un état de droit, on ne fonctionne pas sur le soupçon, on ne fonctionne pas sur la présomption de culpabilité, on ne fonctionne pas sur l'accusation a posteriori. Surtout que même après 9 mois, on n'a pas pu prouver que Maurice Kamto était coupable de quoi que ce soit. C'est Paul Biya lui-même qui le relâche. Donc, quand on a un antécédent comme ça, et que presque 1 an d'incarcération n'ont pas permis de démontrer le terrorisme qu'on a collé à quelqu'un, on fait profil bas et on ne continue pas, même en cas de situation sanitaire urgente, et alors que cette personne est en train d'apporter des dons pour sauver des vies. Nos compatriotes sont en train de mourir, nous avons besoin de ce matériel. C'est un matériel destiné principalement au corps médical. C'est pour ça qu'il est allé au ministère de la Santé. Ce n'est ni de la provocation, ce n'est ni un rapport de force, ni un bras de fer, c'est de la logique élémentaire. Parce que le ministre de la Santé, le ministère de la Santé est le mieux habilité à distribuer ces matériaux à ces différents centres. Refuser de faire cela. Alors que dans le même temps, les gens font des dons, alors que dans le même temps, on voit des masques, des gels avec l'estampille parfois des personnes, il y a certains députés à l'Assemblée nationale. C'est ça, faire de la politique. Et vous ne pouvez pas accuser quelqu'un de faire exactement ce que vous faites. C'est pour ça que, comme vous aimez les proverbes, je vous ai parlé de mon proverbe d'entrée de jeu en disant « le crocodile et l'alligator se respectent ». Parce que, enfin, le caïman et l'alligator se respectent parce que les deux sont des crocodiles. L'un ne va pas se moquer de l'autre. Ne nous accolez donc pas ce que vous faites. On est dans un état de droit. Et même si on ne s'aime pas mutuellement, entre guillemets, il faut pouvoir justement, dans un cas comme celui-ci, accepter que l'autre a eu sa contribution. Vous ne pouvez pas interdire des meetings à un parti, vous lui interdisez des marches, vous lui interdisez des rassemblements, vous lui interdisez des collectes de fonds, vous lui interdisez d'apporter des dons à des compatriotes. Ça n'a pas de sens. Là, on est dans la barbarie. Et je veux bien croire que le Cameroun est un état de droit. Voilà, docteur Tapa, le ministre de la Santé qui refuse de réceptionner un matériel médical, il renvoie plutôt au ministre de l'administration territoriale. C'est ça la solidarité gouvernementale? Non, je ne crois pas. Comme je disais tantôt, on peut se tromper. Et je crois que les gens se sont trompés dans cette action. On verra plus tard. Le ministre de la Santé aurait dû réceptionner ces dons. Moi, je pense, ça c'est mon avis personnel. Et en cas de crise, on ne peut pas se permettre le luxe de faire prévaloir les procédures ou les émotions. Moi, je vis dans un pays qui fait différemment. On apprend tous les jours. Voilà. Vous n'avez jamais vu en cas de catastrophe aux États-Unis, dites-nous exactement aux États-Unis, où on dit que le don, s'il vient du républicain, on ne prend pas, ou bien ça vient d'un démocrate, on ne prend pas. Ou bien, quand il y a une situation, c'est la société civile, c'est les stars, c'est les sociétés, les compagnies, c'est les hommes politiques, c'est tout le monde qui se met ensemble pour réagir vis-à-vis de la catastrophe. Ça, c'est quelque chose qu'on peut tricher. Ça, c'est quelque chose qu'on peut apprendre des autres. Et je crois que au sortir de cette crise, il faut que les Camerounais apprennent à faire la part des choses entre leurs émotions personnelles et l'intérêt de la population. Si on est là pour servir, si le ministère de la Santé est là pour la santé des populations, je ne vois pas pourquoi un don qui viendrait servir les populations serait rejeté au niveau du ministère, sous quelque prétexte que ce soit. Ça, je pense que les gens se trompent. Ça a été une erreur. On ne peut pas s'attarder
dessus, mais ils ont le temps de se corriger, ils ont le temps de refaire que les choses reviennent. On va réécouter ce que dit le ministre de la Santé, le docteur Manaouda Malachi. Il écrit comme ça au président du comité de gestion Survie Cameroun, Survival Initiative. J'ai l'honneur, conformément aux dispositions juridiques relatives à l'appel à la générosité publique et celles portant sur la liberté d'association au Cameroun, de vous inviter à bien vouloir prendre attache avec le ministre de l'administration territoriale en vue de la mise à contribution de votre don au profit du gouvernement dans la lutte contre le Covid-19. J'ai une question précise pour vous. Et si Survie Cameroun, Survival Initiative, avait décidé de procéder à une distribution de de ces masques et ces tests de dépistage, sans passer par le ministère de la Santé. Ça aurait été quoi? Le désordre. Voilà. Aller voir le ministre, c'est le désordre. Ne pas le voir, c'est le désordre. Allez voir le ministre sous une casquette de Survie Cameroun, par ricochet, le MRC, c'est du désordre. Comment le MRC? Pourquoi vous voyez le MRC? De toutes les façons... M. Penday Koka n'est pas du MRC. Non, sauf si vous voulez m'apprendre une chose ce soir. Il est du MRC? Mais sauf que c'est un parti allié au MRC. Il n'est pas du MRC. On ne peut pas me dire que M. Satiro Mabakari est du RDPC. De toutes les façons, à ce niveau, vous-même vous avez la réponse. Mais il est du RDPC. Puisqu'il est là au gouvernement, étant leader d'un parti politique, mais il sait le gouvernement du RDPC. Il se trouve quand même que Survie Cameroun, oui, le donateur, et puis on va vous dire, je vais tout à l'heure peut-être que M. relevait que Famdong avait dit que ils sont les créatures, il est la créature du président Biya. Oui. Mais retenons que tout ce qu'on tourne autour du pot, c'est du désordre. On n'a pas interdit à un parti politique de donner les dons au gouvernement pour la pandémie qui mine le Cameroun en ce moment. Est-ce que Survie Cameroun, c'est un parti politique? Il se trouve que c'est celui qui est le leader du MRC qui crée Survie. Ça fait de ça un parti politique, Survie Cameroun? Mais ça fait de ça l'amalgame et du désordre, monsieur Otou. Puisque le seul président reconnu qui est capable de créer tout fonds possible de contribution, c'est monsieur Biya. Alors, les présidents, les partis politiques peuvent venir contribuer. Personne ne va refuser. Mais je vous l'ai dit quand même tout à l'heure que après tout cela, on laisse la saleté, on laisse la froideur de l'eau. Quand on parle de la pêche au balai dans mon village, on parle au poisson qu'on cherche. À ce niveau, donc, il est possible que, après tout cela, le ministre dit à ces gens-là, écoutez, je réceptionne ces dons, mais sachez que la casquette que vous avez abordée pour donner ces dons n'est pas la bonne. Simple. Et cela peut se gérer. Maintenant, en même temps pour les téléspectateurs, en créant Suivi, le président du MSC avait estimé que les dons sont généralement mal gérés. S'il fallait poser ce problème sur la table, c'est le vrai problème. Ça veut dire qu'il y a eu des dons pour cette affaire. En première partie, on a parlé ici des scanners qui coûtent cher. Les gens ont donné les kits, ont donné les masques, et ainsi de suite. À ce niveau, nous sommes donc d'accord qu'il y a souvent un risque de mauvaise gestion. Et que peut-être si c'est le MSC qui donne, le MSC est inquiet sur la gestion des dons. À ce niveau, nous pouvons dire aux nôtres et à l'ensemble des gestionnaires de ce genre de dons, acheminer ces dons-là à l'endroit des populations. Parce qu'ici, il n'est pas question de casquette politique. C'est pour ça que je ne fais que dire, cette récupération-là n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne parce que nous avons un ennemi commun et cet ennemi commun doit être combattu. Et pour qu'il soit combattu,
On laisse d'abord, c'est comme M. Tapa a un problème avec son épouse. M. Toué, M. Ndou arrive dans sa maison. On ne peut pas le savoir parce que les deux vont se réunir pour nous combattre. Et vont recommencer leur problème après notre départ. C'est de ça qu'il s'agit. Cela n'est pas valable pour mon parti ou le gouvernement, c'est valable pour tous les Camerounais. Il y a plein de dons qui ont été donnés. Et nous avons quand même, on a suivi 100 millions de Prométhal, 250 millions de congés CAM. On a suivi Samuel Eto'o-Fils. Cela doit être su par les Camerounais. La manière de gérer doit être su par les Camerounais. Je ne le dis pas ici parce que je veux défendre le parti politique où je milite. Je le dis parce que quand je viens de parler qu'il y a un problème de dons, j'ai envie de dire de kits, de tests pour tester cette affaire-là, ce n'est pas une affaire de blague. C'est une affaire que... Mais pourquoi refuser donc? J'ai bien dit que à la base, la casquette qui a été abordée n'était pas la bonne. En même temps... Donc la casquette... On peut la laisser. Oui, et puis alors qu'il y a des vies à sauver là. On pouvait donc prendre les dons et rappeler que vous avez abordé une mauvaise casquette. Je le dis clairement. Je ne le dis pas pour plaire à quelqu'un. Je le dis parce que la vie des Camerounais en dépend. Et à ce niveau-là, il est question que nous retrouvons autour d'une table pour d'abord chasser la pandémie, si on a la possibilité, et puis après, on va revenir dans nos considérations politiques. Oui, vous voulez dire quelque chose rapidement? Oui, je voulais dire quelque chose par rapport à on va retrouver Wilfried. La réaction du ministre de la Santé, et je pense que sa réaction est encore à venir. J'ai vu avec quelle vigueur et quel bravo le ministre de la Santé se comporte depuis le début de cette crise. Et je pense que ce n'est pas un incident comme ça qui va venir ternir ce qui se passe. Néanmoins, il faut comprendre qu'en cas de situation de crise, une épidémie survient du jour au lendemain. On ne la prépare pas, on ne l'attend pas. Et quand elle survient, il y a les urgences, c'est sauver des vies. Pendant qu'on sauve les vies, on ne peut pas être en train de sauver les procédures. Je crois que c'est pour ça qu'elle dit la réaction du ministre de la Santé est attendue. Parce qu'on ne peut pas demander d'aller plutôt faire telle procédure pour remettre un don pendant que les gens sont dans le besoin. Je crois que c'est un petit incident et la réaction pour corriger ça est peut-être à venir. Je pense que c'est le moment de comprendre plus que jamais l'urgence. C'est un cas de force majeure. Il y a des considérations qui devaient être mises de côté. Ça, on n'a pas besoin d'être un génie pour comprendre. Il faut sauver les vies. Il faut qu'on avance. Voilà, Wilfried Kanga, depuis que l'initiative Survie Cameroun, Survival Initiative, est mise sur pied, ça fait quand même beaucoup parler. Il y a eu cette correspondance du ministre de l'administration territoriale demandant la fermeture du compte affluent de First Bank. Il y a eu récemment ces deux correspondances aux directeurs généraux de Orange Cameroun et MTN Cameroun pour clôturer les comptes Orange Money et Mobile Money. Aujourd'hui, il y a ce refus-là de réceptionner ce don. Comment vous vous sentez? Franchement, ça vous donne envie de continuer? Oui, ça donne envie de continuer. Quand on a fait du combat contre l'injustice le sacerdoce de sa vie, on n'abandonne pas. Les preuves qu'on est sur le bon chemin en général, c'est quand on rencontre des difficultés. Et dans un univers anormal où les gens fonctionnent par répression, ce sont les hommes intègres qui sont embastillés et ce sont justement les filous qui jouent les justiciers. En général, c'est l'inverse qui se passe parce que c'est la toute première fois que j'entends qu'une personne qui est leader d'un parti politique, mais qui met de côté le parti politique, qui met en avant son second, qui est justement gestionnaire d'une plateforme, la plateforme Agir pour le cas de Penda et Coca, qui met une initiative autonome à laquelle il donne justement un nom pour dire aux Camerounais, ce n'est pas un parti politique, c'est une initiative libre. Du coup, elle n'est pas soumise aux contraintes des partis politiques, parce qu'il ne faut pas que nous soyons limités dans nos moyens alors que la crise perdure. Donc, chaque Camerounais est appelé à apporter, s'il le veut, sa force dans cette initiative, dans ce projet concret. C'est la première fois que je vois donc quelqu'un faire cela, et après on entend que la casquette utilisée n'était pas la bonne. Je ne sais pas si on voulait qu'on utilise cette fois la casquette MRC. Ceux qui nous reprochent de faire de la récupération politique nous auraient dit pourquoi on le fait au nom du MRC. Voilà que quelqu'un fait un don personnel, voilà que quelqu'un crée une initiative où il invite des gens et on lui dit la casquette n'est pas la bonne. Je sais que la seule bonne casquette au Cameroun, c'est celle qui est estampillée Paul Biya, mais en ce qui nous concerne, c'est absolument hors de question d'estampiller Paul Biya sur notre front. En général,
il y a la quantité et la qualité. Les gens qui ont injecté des fonds dans le fonds de solidarité de l'État, c'est une minorité de milliardaires, de millionnaires, de gens nantis, ce sont des grands noms. La particularité avec le fonds Cameron Surrey, c'est que ce sont de faibles gens, de pauvres gens, de partout dans le monde, qui ont rassemblé leurs forces et qui ont produit un énorme chiffre. Pourquoi il y a eu de la quantité ici et moins de quantité là-bas? C'est parce que la crédibilité de l'État camerounais a subi un énorme coup depuis les malversations financières dont ils ont été les auteurs ces dernières années. Le prix moyen de l'autoroute et des infrastructures est 6 fois plus élevé que sur la moyenne continentale. La canne qui n'a pas eu lieu a coûté 3 000 milliards et les coupables de cette gestion calamiteuse ne sont pas toujours appelés à répondre devant la loi. Quand les Camerounais ont vu cela, ils ont dit « Nous ne vous faisons pas plus confiance, il faudra vivre avec ». Et c'est donc pour ça qu'une initiative parallèle a été créée pour garantir que l'utilisation des fonds pour acheter vraiment le matériel auquel ils sont destinés sera justement amenée à bon port. Actuellement, on ne sait pas où est le riz de Orca, on ne sait pas où sont les masques de Jack Ma, on ne sait pas ce qu'il en est advenu des 1 milliard de fonds de solidarité de Paul Biya même. Il y a une opacité dans la communication. On ne sait pas où sont les 6 000 comprimés de chloroquine produits par heure. On ne sait pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Comme on ne sait pas, les Camerounais se sont organisés de manière autonome. Et comme si ça ne suffisait pas, ceux qui, parce qu'ils n'ont pas été crédibles, se sont vus délaissés par leurs concitoyens, ce sont les mêmes qui viennent maintenant encore agir dans la répression en bloquant les comptes, en empêchant les dons d'être effectués. Et en amont, ils avaient déjà empêché des réunions publiques, empêché des marches pacifiques, empêché des conférences, empêché mais absolument tout. Le Camerounais est muselé dans son expression, c'est abominable, c'est invivable dans un contexte pareil. C'est y à croire que quand on ne dit pas bravo Paul Biya, on est un mauvais Camerounais, on est muselé dans tout ce qu'on fait et on devient anti-patriote parce qu'on n'a pas voulu faire comme à Tanganji. Donc, le ressenti que moi, en tant que Camerounais, ou en tant que Camerounais non affilié au RDPCG, c'est celui-là. C'est celui que l'État carnassier que nous avons, même dans une logique compliquée comme celle du Covid-19, où l'Union sacrée appelle justement chacun à apporter sa contribution et à aider ses concitoyens, les gens qui sont au pouvoir, qui sont au régime et qui ne nous aiment pas, nous disent que comme on a dit qu'on ne reconnaît pas l'élection de Paul Biya, comme on a dit que c'est Kamto, l'animal alpha, ça devient que le kit de dépistage que nous avons acheté, si vous allez dépister quelqu'un avec ça, je ne sais pas, un Dikidemiki, ça ne va pas fonctionner. Les populations là-bas ne veulent pas savoir si c'est Survie Cameroun, RDPC, MRC ou ABC qui a fait un don. Ils ont besoin de dons, point final. Et en général, c'est comme ça qu'on doit fonctionner. En cas de force majeure, quand bien même on serait dans l'illégalité, ce qu'on n'est pas, je l'ai expliqué, quand bien même on serait dans l'illégalité, nécessité fait loi. Ça veut dire que si vous avez quelqu'un qui a du mal à respirer, vous pouvez lui faire du bouche à bouche ou de la respiration artificielle, même si vous n'êtes pas médecin, parce que ça va lui sauver la vie. C'est un cas de force majeure en attendant que le docteur arrive. Monsieur est certainement chrétien sur le plateau et Monsieur Atanganji a l'habitude de distribuer des Bibles et des Corans partout. Il n'a certainement pas lu le passage où Jésus est allé avec ses disciples dans un champ de blé où ils se sont mis à manger et à cultiver, à arracher les blés le jour du sabbat. Les pharisiens lui demandent pourquoi est-ce qu'il travaille le jour du sabbat, le samedi, qui est à bouche les Hébreux. Jésus demande lequel d'entre vous, s'il a une vache et qu'elle tombe dans un trou, ne va pas aller la chercher de ce trou parce que c'est le jour du sabbat. Lequel d'entre vous, dont je vous repose la question, si son père ou son fils est agonisant dans son lit à l'hôpital, ne va pas prendre le kit de Maurice Kamto parce qu'il l'a fait au nom du MRC, au nom de Cameroun Survie, la récupération politique, la politique reptilienne. Ce n'est pas le MRC ou Maurice Kamto ou Wilfried Ekanga qui la mène, c'est exactement au contraire ce qui nous accuse de la mener. Médecin, guéris-toi toi-même. Ok. Dernière question, Wilfried, pour sortir de cette émission. 10 000 masques barrières, 6 800 masques chirurgicaux, 950 tests de dépistage. Qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous allez finalement rencontrer le ministre de l'administration territoriale comme le demande le ministre de la Santé publique? C'est ce que nous demandons, c'est ce que je demanderai à Maurice Kamto et je pense que c'est ce qui est prévu, c'est ce qu'il va faire parce que c'est simple. On va aller voir M. Yatanganji et lui demander justement
Pourquoi est-ce qu'il faut passer par lui? Parce que normalement, c'est le ministre, c'est le MINAC qui devrait nous dire c'est un problème sanitaire, allez voir le ministre de la Santé. Bon, le Cameroun étant une curiosité planétaire, on ira donc voir Paul Atangadji, on va lui poser les questions. Alors, qu'est-ce qu'on fait de nos dons? Parce que le Covid-19 n'attend pas. Les Camerounais sont en train de mourir. Les Camerounais ont besoin de tests et d'appesantir les mesures barrières. Alors, il faut que ça aille un peu vite. Et on verra comment il réagira. C'est à lui maintenant, parce qu'il est actuellement au carrefour de l'histoire. Le destin, le meilleur défi de prendre les bonnes décisions. On verra si il va penser que parce qu'il n'aime pas Maurice Kamto, je ne sais pas, le patient de Kolofata aussi a un problème avec le kit de dépistage qu'on pourra lui envoyer. Il faut distinguer entre ce que veulent les Camerounais et ce que veulent les gouvernants camerounais. Les Camerounais veulent les masques, les gels et tout ce que on peut apporter de dons. Il ne se préoccupe pas si tel ou tel ministre est d'accord avec ça ou non. Alors c'est lui seul, face à son destin, d'autoriser ou d'interdire cela. Mais même si cela est interdit, nous n'allons certainement pas jeter un matériel aussi important. On trouvera des canaux alternatifs justement pour les partager à nos compatriotes, parce que même si la vie n'est rien de temps en temps, parce qu'elle est méprisée, bafouée et piétinée au Cameroun, je garde à l'esprit que rien ne vaut la vie. Ok, même si une vie ne vaut rien. On l'a appris en philosophie. Voilà, sur cette note, on va dire optimiste de la part de Wilfried Ekanga. On va se séparer. D'abord, docteur... d'abord, l'homme politique. Oui. Vous avez suivi Wilfried. Merci à Wilfried. Monsieur Ekanga fait une très bonne chute. Parce que ce que nous reconnaissons du MS, c'est ce qui a plein de talent. Et donc, il maîtrise même les rouages et même les lois de la République. Il le dit si bien, ils iront voir le MINAT pour dire, monsieur le ministre, est-ce que les Camerounais vont continuer à mourir alors que nous avons les dons à main? Voilà. C'est une très bonne démarche. Et en ce moment, ils vont causer là-bas et certainement le MINAT acceptera que le ministre de la Santé reçoive ses dons. C'est son supérieur hiérarchique? Peut-être pas supérieur hiérarchique, puisque vous avez si bien noté que le ministre de la Santé a demandé à M. Pendagoka, qui était le président du comité de gestion. Mais ne perdons pas de vue que M. Pendagoka n'a été qu'envoyé par le président du MRC. Donc, à ce niveau, la chute de M. Kanga, moi, m'intéresse. Parce que de toutes les façons, c'est vers là que nous regardons. Mais reconnaissons quand même que actuellement, il n'est plus question de dire on a refusé les marches, on a refusé les conférences et tout et tout. Exit tout ça. C'est-à-dire que élections présidentielles et autres, élections non participatives législatives et municipales, exit tout cela. Ce que nous voulons maintenant, c'est que qu'on résolve le problème du Covid-19. Et à ce niveau, je partage entièrement cet avis et je suis sûr d'une chose. Comme on le dit si bien, lorsque quelqu'un vient vers vous, il ne suffit pas qu'il s'agenouille, mais au moins, on voit sa bonne volonté. Parce que si on a trébuché ici, on peut quand même se relever. Et donc, à ce niveau, pour moi, il n'y a pas de problème. Parce que cette affaire... Mais vous dites bien que lorsque quelqu'un vient vers vous... Oui. Puisque donc, vous faites que... Non, le SI, Survey Cameroun, Survival Initiative, est allé vers les autorités, aller vers le ministre de la Santé. Qui a demandé que... Voilà. Aller voir le ministre... Non, on va rester sur la symbolique. Oui. La symbolique. Nous sommes d'accord. C'est-à-dire qu'ils sont allés voir le ministre de la Santé en charge de la politique de la santé au Cameroun. Ils sont allés le voir. Est-ce que ce n'est pas... C'est pas suffisant. C'est pas suffisant? Parce que je suis votre frère aîné. Mon fils vient vous voir, vous êtes son oncle comme les Blancs appellent, et puis vous conduisez mon fils vers moi. Et donc, à ce niveau, je dis, voilà, ce n'est pas pour dire que le MINAT est le supérieur hiérarchique du ministère de la Santé, mais comme cela fonctionne avec des prérogatives, avec des lois et tout ce qui est règlement dans ce sens, alors c'est simple, je vous l'ai dit, plus besoin de tergiverser. M. Kanga dit, certainement, le monsieur Kamto et Survival iront voir le MINAT pour gérer ces problèmes. Okay. Et puis, comme je ne prendrai plus la parole, je voudrais encore être de tout cœur avec la famille de Sédou
Aboubakari qui nous a quittés ce soir. Merci, on vous a compris. Voilà, docteur Tapa, pour sortir. Oui, pour sortir, je voudrais déjà remercier les téléspectateurs et je voulais qu'on tire des leçons globales de cette crise au sortir, parce que là, il y a des leçons à prendre, il y a des choses à changer. Et l'une des leçons, c'est qu'il faut rester solidaire, il faut rester la tête froide, pensez bien à vous d'abord, avant. La crise ne va pas durer éternellement, mais après la crise, il y a la vie. Il faut bien se reviser, tirer les leçons, corriger ce qu'il faut corriger, peut-être commencer à préparer les prochaines crises parce que ce ne sera pas la dernière. Voilà, merci à vous, cher monsieur, d'avoir participé à ce programme. Merci, docteur Tapa. Merci Raphaël Ndogo. On dit également merci au docteur Ntouba Alexandre qui était en direct de Amiens en France. Merci au docteur Tengue Mathurin de Ferrara en Italie. Merci au professeur Félix Bruno Telefo. Merci également à Wilfried Ekanga qui était à Francfort. Voilà, en deuxième et troisième partie, et qu'il en soit. Madame, monsieur, demain, rendez-vous, il est puis 19h, et qu'il en soit. Bonsoir, la diaspora camerounaise en France.